Allez, continuez votre communication. Bon. Donc, merci, merci, chers confrères, de me demander de parler d'un traitement qui pourrait être considéré comme très évolué, mais en fait qui est assez classique, on pourrait dire, hein, puisque ça fait 40 ans qu'on fait le traitement endoscopique de la lithiase du cholédoque, et la sphinctérotomie date il y a une quarantaine d'années. Je pense qu'il y avait un, entre guillemets, dénommé Claude Ligori, je pense qu'il fait partie de l'Académie, et Claude Ligori a beaucoup défendu à son époque la sphinctérotomie endoscopique. Maintenant, c'est devenu un geste classique. Bon alors, il y a quelques évolutions, et on connaît mieux les indications respectives de la sphinctérotomie par rapport à la chirurgie, car la littérature s'est accumulée. Donc, d'un côté, la littérature s'est accumulée, on connaît mieux les indications, et de l'autre côté, il y a quelques avancées endoscopiques. Voilà. Alors, simplement, ben, c'est comme la chirurgie, il faut un abord, évidemment. Il y a un abord de la voie biliaire qui passe la plupart du temps par la réalisation d'une sphinctérotomie, je vous en parlerai, ou dilater le sphincter de Dodi. Et puis ensuite, il y a l'extraction du calcul. Donc, soit avec un panier, soit un ballon, soit éventuellement, si le calcul est trop volumineux, avec de la lithotricine. Alors, un petit mot sur la sphinctérotomie, puisque c'est un geste qui est devenu maintenant classique. Hein. Ça utilise effectivement ce qu'on appelle ce sphinctérotome, qui est un cathéter muni d'un fil de coupe, qui est assez bien adapté à la section, ici, depuis la papille, de toute l'ampoule, vers le haut. Tout ça sous contrôle endoscopique et sous contrôle radiologique. Alors, les chiffres sont classiques depuis de nombreuses années maintenant. On sait que la vacuité de la voie biliaire principale varie entre 80 et 92%, 98% en fonction des séries. La morbidité est assez stable, 8,3% dans cette grande série analysée lors d'un consensus, ou 9,8% dans une série qui comportait la participation d'endoscopistes moins experts. Et la mortalité, vous voyez, varie de 0,4 à 1,2%. Comme, évidemment, les chirurgiens doivent évaluer également notre mortalité à 30 jours, qui peut tenir compte d'autres complications liées éventuellement au terrain. Et vous voyez que ça va de 1 à 4,4%. Ces chiffres sont stables dans le temps et varient assez peu. On réussit un peu mieux maintenant le cathétérisme parce qu'on utilise des fils guides, etc. Nos techniques ont évolué, voilà. Alors, je voulais vous parler des indications respectives par rapport à la chirurgie. Et je voulais parler de quelques nouveautés techniques. Alors, je vais essayer d'être très simple concernant les indications par rapport à la chirurgie, parce qu'il y a pas mal de situations. Alors, j'ai plutôt l'habitude de présenter de la façon suivante. Il y a un certain nombre de facteurs à analyser. D'abord, savoir si le patient a déjà eu un antécédent de cholécystectomie. C'est évident qu'à ce moment-là, il aura moins besoin de la chirurgie. Hein, parce qu'on a souvent à prendre en charge un patient qui a un calcul du cholédoque, mais également des calculs de la vésicule. Donc, s'il y a un antécédent de cholécystectomie, la situation est changée. Et puis ensuite, il y a un risque chirurgical qui peut être dit définitif, qui peut être dit transitoire, j'y reviendrai. Ce qui fait que quand on prend ces trois possibilités, on arrive à 4 situations, en fait. Situation numéro 1, cholécystectomie. Situation numéro 2, la vésicule est en place, mais le patient a un risque chirurgical transitoire. 3, la vésicule est en place, il a un risque chirurgical dit définitif. Et puis, la situation la plus fréquente, la vésicule est en place et le patient n'a pas de risque. On peut l'opérer. Donc la première, j'y reviens, c'est la cholécystectomie. Donc il est évident que si le patient a une cholécystectomie, bon, il y a peu de place pour la chirurgie, puisqu'on peut régler totalement le problème par sphinctérotomie endoscopique. Pour les patients jeunes, se pose la question de la morbidité tardive, puisqu'il a été décrit environ 1 à 2% de sténose tardive de l'orifice de sphinctérotomie. Ce qui fait que quand même, de temps en temps, bien entendu, il faut réfléchir, et encore plus maintenant, à la place de la sphinctérotomie endoscopique. Et si le patient est jeune ou la voie biliaire fine, il y a la morbidité plus élevée, la sphinctérotomie endoscopique, ou si le diagnostic est douteux, il est obligatoire, bien sûr, maintenant de réaliser avant l'opacification rétrograde qui mène à la sphinctérotomie, eh bien, il faut appuyer son diagnostic sur l'écho-endoscopie en numéro 1, parce que c'est le meilleur examen pour voir les petits calculs, ou la biliaire-RM. Et le plus souvent, maintenant, on coupe écho-endoscopie et on dit, sur le programme opératoire, c'est marqué écho-endoscopie, plus ou moins sphinctérotomie endoscopie. Voilà. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà. Si on ne voit pas de calcul, on ne fait pas la sphinctérotomie endoscopie. Maintenant, deuxième situation, le risque chirurgical transitoire. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est en gros 2 syndromes, l'angiocolite sévère ou la pancréatite. Alors, l'angiocolite sévère, c'est très rare, en fait. À vrai dire, c'est des patients qui ont du pus dans la voie biliaire, qui ont un choc septique, etc. Donc, c'est une situation relativement rare maintenant. Mais vous voyez que dans cette série qui est très ancienne,
la morbidité de la sphinctérotomie endoscopique était déjà très élevée. Mais encore plus élevée était la morbidité liée au geste chirurgical, mais essentiellement liée au terrain, en fait. Hein. Donc la proposition est claire et reste toujours la même. Dans ces cas-là, il vaut mieux commencer par une sphinctérotomie endoscopique, puis on fait une cholécystectomie dite différée. Éventuellement, le geste endoscopique est même lui-même tellement considéré comme un risque sur ces terrains particuliers qu'il faut de temps en temps aller très vite, il faut mettre simplement une prothèse où on met un drain nasobiliaire et puis on fait la cholécystectomie après. Le deuxième risque chirurgical transitoire, il a fait beaucoup parler de lui, c'est toujours la place de la sphinctérotomie endoscopique du traitement chirurgical en cas de pancréatite aiguë. Il y a eu plusieurs études, des études randomisées, qui finalement ont conclu, associé finalement à des réunions de consensus, à la proposition suivante. On ne fait une sphinctérotomie endoscopique que s'il y a une obstruction biliaire, avec des signes d'obstruction biliaire, et non pas quand il n'y a pas de signe d'obstruction biliaire. Les éléments qui poussent à faire une sphinctérotomie, c'est la faire vite, dans les moins de 24 heures, et si la pancréatite est sévère. Voilà un résumé de ce consensus. Et la cholécystectomie est réalisée dans un temps plus tardif. Voilà. Donc, je parle de risque finalement chirurgical transitoire. Alors, troisième situation, le risque chirurgical définitif. Alors, il faut le définir, c'est bien le problème. Alors, qu'est-ce qu'on sait? C'est que si on propose de réaliser une sphinctérotomie seule, c'est-à-dire on dit le patient est trop âgé, il a trop de tard, on ne va pas faire de cholécystectomie, on le laisse avec sa vésicule. Qu'est-ce qu'on observe? On observe une nécessité de cholécystectomie secondaire dans 12 à 37% des cas, et dans 50% des cas, c'est pour un tableau de cholécystite. Donc c'est pas forcément simple. C'est un patient qu'on n'a pas voulu opérer, mais à la fin on finit par l'opérer dans de mauvaises conditions. Bon, il faut bien y réfléchir. Et puis il y a 4 études randomisées, sphinctérotomie seule versus chirurgie, qui ont montré que la morbidité de la sphinctérotomie seule, à cause de le risque de cholécystite secondaire, était supérieure à la morbidité de la chirurgie. Donc il faut bien définir ce que c'est qu'un risque chirurgical définitif. C'est la question classique, quoi. Et ces facteurs de risque sont discutés essentiellement en fonction de la cholécystite secondaire, c'est-à-dire que est-ce que le fait qu'il y ait des calculs vésiculaires ou une vésicule libre doit nous influencer? Est-ce qu'un contexte de pancréatite aiguë doit nous influencer? Oui. Dans ces cas-là, il y a un peu plus de risque de cholécystite secondaire. Donc ça nous pousse encore plus à enlever la vésicule. Mais on arrive finalement à dire, voilà, le risque, il ne doit pas être défini simplement par le gastro-entérologue qui fait la sphinctérotomie. Le risque, il doit être défini par l'équipe, donc le chirurgien, l'anesthésiste, le gastro-entérologue, et on décide ou non si on fait une sphinctérotomie seule ou si on fait une sphinctérotomie plus ou moins, plus un abord chirurgical ou qu'un abord chirurgical. Maintenant, le cas classique, vésicule en place, pas de risque. Alors, par exemple, la femme jeune, 30 ans, etc., qui a des calculs en vésicule et qui a fait un tableau de migration. Alors, il faut forcément lui enlever la vésicule et il faut forcément lui traiter son calcul à voie biliaire principale. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a 3 possibilités. On fait la sphinctérotomie le premier jour, la cholécystectomie le deuxième jour, par exemple. Ou on fait que la chirurgie seule et la sphinctérotomie que s'il y a un échec chirurgical. La troisième proposition, c'est de tout faire en même temps. C'est pas facile, en fait, à vrai dire. C'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, de réunir dans la même salle un endoscopiste et un chirurgien, de tout faire. Et en général, l'endoscopiste est sous la pression du chirurgien, c'est le moment où il va mieux réussir son geste. Donc les deux propositions 1 et 2 sont les meilleures. Et ça a été bien étudié parce qu'il y a eu 13 études randomisées. Donc 7 avec la paroscopie. 1400 patients, 3 méta-analyses. Enfin, donc ça a été travaillé. Alors, résultat de tous ces travaux, si on prend tout chirurgical ou si on prend endoscopie puis chirurgie, eh bien la vacuité de la voie biliaire principale, la morbidité, c'est la même. C'est pareil. Mais simplement, il y a un élément en faveur de la chirurgie seule, la durée d'hospitalisation est inférieure avec la chirurgie seule, forcément, qu'avec la sphinctérotomie chirurgicale. Donc, qu'est-ce qu'il faut prendre comme élément pour choisir? L'âge du patient, non. Le diamètre de la voie biliaire principale, non, parce que une voie biliaire principale fine, elle est aussi embêtante pour un chirurgien que pour un gastro-entérologue qui fait de l'endoscopie. Donc, le seul élément qui est un élément un peu subjectif, c'est l'expérience respective des opérateurs, chirurgiens ou endoscopiques. C'est-à-dire, grosso modo quand même, mais c'est le cas chez moi, la priorité est dans les mains du chirurgien. Si le chirurgien se sent d'enlever la vésicule et de traiter les calculs à voie biliaire principale, qu'il a l'expérience, etc., bah oui, et il va me demander d'intervenir s'il n'y arrive pas. Dans d'autres équipes, le cathétériseur a beaucoup plus d'expérience, eh bien, il va commencer
par faire la sphinctérotomie, puis le chirurgien enlèvera la vésicule. Voilà. Et ça, évidemment, c'est un peu, je ne dirais pas que c'est un peu hypocrite, c'est un peu un vœu pieux, mais quand même, c'est inscrit, c'est dans le marbre, il faut qu'on travaille ensemble, il faut que le meilleur, entre guillemets, le plus expérimenté commence. Alors, il faut quand même, si possible, si on donne la priorité à la chirurgie seule, que le chirurgien sache, évidemment, de temps en temps poser le diagnostic avant d'injecter la voie biliaire, donc écho-endoscopie et surtout biliaire préopératoire. Il faut que, s'il n'y arrive pas à aborder la voie biliaire principale, qu'il réfléchisse bien, soit il convertit, hein, soit il fait une sphinctérotomie post-opératoire. Et puis ensuite, c'est bien s'il peut nous aider. C'est-à-dire, il met un petit cathéter pour introduire un fil guide ou il met un cathéter transodien. Voilà. Il nous aide à réaliser notre geste si il est en problème pour s'occuper de la voie biliaire principale. C'est la moindre des choses, on pourrait dire. Pour finir, quelques nouveautés techniques. Parce que ce que je vous ai dit là, finalement, c'est l'objet d'un peu de pas mal de réflexions et l'objet quand même d'une évolution de la littérature. Donc il y a beaucoup de données pour arriver à ce que je vous ai présenté là. Bon. Et ça souffre pas beaucoup de discussion. On peut discuter, mais vous voyez qu'il y a quand même un caractère relativement consensuel des indications de la sphinctérotomie endoscopique par rapport au traitement chirurgical. Alors, quelques petits points sur les nouveautés techniques. Je vous ai dit qu'on utilise beaucoup de fils guides. Maintenant, évidemment, on guide nos gestes facilement par des fils guides, donc on y arrive évidemment beaucoup mieux qu'avant. Mais alors, il y a des choses simples qui ne vont pas forcément vous intéresser à tout prix, mais on fait une insufflation CO2 systématique pour pas que le patient soit confortable après le geste. Et c'est vrai en coloscopie, c'est devenu la règle. Et les patients sont nettement mieux après le geste. Ce qui est très intéressant, c'est ces dernières années, on prévient la pancréatite aiguë, on a moins de pancréatite aiguë, soit en utilisant de l'indocide ou Voltaren en suppositoire systématiquement avant le geste. Ça a été montré, il y a une publication New England Journal of Medicine, etc. Il y a eu une réunion de consensus publiée dans Endoscopie. Et puis, on y associe une prothèse pancréatique transitoire s'il y a eu des difficultés en plus. Il y en a une, c'est systématique, les anti-inflammatoires. Il y en a une, c'est en cas de difficulté. En sachant quand même l'association des deux, on ne sait pas si finalement l'un se rajoute en plus de l'autre. Mais chez nous, on fait les deux, voilà, quand on est en difficulté. Et puis enfin, les calculs larges nous ont toujours posé un problème, comme ça pose aux urologues, bien sûr, etc. Donc, c'est source de répétition d'examen. Donc moi, j'étais un adepte de casser les calculs, la lithotricie mécanique, j'aimais bien casser les calculs. Mais plus jeunes, maintenant, ils font ce qu'on appelle les macrodilatations. Donc ça consiste à passer, après avoir fait une sphinctérotomie, quand même, un large ballon au niveau du sphincter, à dilater. On peut effectivement extraire des gros calculs. J'ai été un peu dubitatif au début parce que je craignais qu'il lèse le sphincter, surtout la partie basse de la voie biliaire principale. Mais il y a beaucoup de séries publiées avec de très forts taux de succès et pour l'instant, aucun effet secondaire tardif. Ce qui est un peu curieux, mais c'est pour l'instant ce qu'on observe. Donc moi, je fais maintenant des macrodilatations du sphincter, du bas cholédoque. Et puis, il y a des techniques plus raffinées pour enlever les gros calculs qui consistent à utiliser un cholédocoscope. Alors ça existe depuis longtemps. On a différents outils, mais ils se sont améliorés. On a par exemple des petites ça c'est un petit cholédocoscope attaché à sa maman, qui est un duodénoscope. Et vous voyez que la fibre passe à travers le canal opérateur de l'endoscope et on peut aller ainsi casser des calculs, donc avec 92% de succès. Une alternative, c'est d'introduire directement des endoscopes dans la voie biliaire principale, ce qu'on appelle les cholédocoscopies directes. Pour ça, il faut utiliser des endoscopes fins de type nasogastroscope. Voilà. Donc ça bouge un peu du côté de la fragmentation des calculs, l'extraction des larges calculs. Mais si je peux me permettre, simplement, je pense que ce qui nous change un peu la vie maintenant, c'est de prévenir nos complications, et en particulier prévenir la pancréatite aiguë. Voilà. Mais pour ce qui concerne les indications, je vous l'ai dit, je crois que la situation est assez bien établie maintenant. Ça mérite, bien entendu, encore toujours d'être discuté, mais voilà, on en discute moins qu'il y a 40 ans, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Laurent, si tu veux venir. On a un grand maître de l'endoscopie. Hein. Je ne suis pas lyonnais, mais j'ai des amis intimes qui travaillent avec toi et qui ont une grande admiration pour tout ce que tu fais. Bon, donc il est certain que ce qu'on vient de voir, c'est l'expérience de quelqu'un qui a une spécificité un peu exceptionnelle. Alors, je vais me permettre juste quelques remarques. D'abord sur ce que tu as dit, et après sur ce que tu n'as pas dit qui manque peut-être dans ton topo. Alors sur ce que tu as dit, je crois que c'est vraiment comme ça qu'il faut classer les choses. J'ai deux remarques simplement. D'abord sur les
pancréatite aiguë, on sait que ça ne veut rien dire, pancréatite aiguë. Bon. On sait qu'aujourd'hui, sur les pancréatites les plus graves, c'est-à-dire les pancréatites nécrosantes, on sait que sur l'expérience qu'on a eue avec Étienne Lévy à Saint-Antoine, on sait que sur ces patients, pratiquement toujours le calcul était passé, et et là, la sphinctérotomie de principe à l'aveugle, c'est souvent une erreur, ça aggrave les choses, et en plus, elle est très difficile. Bon, donc il faut être très, très, très prudent sur ce groupe d'indications. La deuxième chose, c'est que dans tes diapos, un petit qui m'a gêné, il n'est pas question, si le chirurgien a un problème technique d'ouverture du cholédoque, de difficulté, bien entendu, c'est une conversion. On ne va pas réveiller un malade en lui disant « bah non, c'était trop difficile, j'arrive pas à suturer, maintenant on vous envoie un endoscopiste ». Bien entendu, c'est de toute façon la conversion. Et ça m'amène à une remarque quand même qui me gêne. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, opérer un patient qui a une lithiase de la barrière principale, même à voie ouverte, on est sur des morbidités et sur des mortalités qui sont extrêmement faibles, bien inférieures à 1%. Et tu as fait référence à Claude Allegori, qui est un intime, un bon copain. Claude m'a dit, encore récemment, je crois que même les meilleurs, on ne peut pas descendre en dessous de 1% de complications graves. Or, 1% de complications graves, c'est quand même, je trouve, important, et ça pose, à mon sens, un vrai problème. Alors, pour conclure, j'ai envie de dire que, par rapport à toutes les conversations qu'on a eues sur la chirurgie, je crois que pour les chirurgiens, dans le domaine de l'endoscopie, le retard est trop important pour qu'on se mette à faire de l'endoscopie. Je suis un peu pessimiste. C'est peut-être mon maître Loïc qui a vécu ce virage, parce que faire des gestes endoscopistes, il faut déjà être d'intervention, il faut déjà être un endoscopiste chevronné. Et donc, j'imagine mal aujourd'hui comment on va amener les chirurgiens à être des endoscopistes chevronnés. Donc, c'est un peu une différence par rapport aux autres spécialités. Et alors, qu'est-ce qui manque dans ton topo quand on parle d'une prise en charge et qu'on dit des indications comme tu l'as fait, à mon avis, c'est comme ça qu'il faut les présenter, il faut dire aussi quelles sont les contre-indications. Et il y en a pas mal. Hein, où, justement, il n'est pas question de proposer d'endoscopie interventionnelle telle que tu l'as fait. Hein. Par exemple, un malade qui a une gastrectomie. Hein, par exemple, enfin, on pourrait faire une liste de malades qui ont besoin d'un traitement, on va dire, conventionnel, chirurgical, qu'ils soient endoscopistes ou qu'ils soient à ventre ouvert s'il y a beaucoup d'adhérence, ce qui n'est pas une énorme différence. Et donc, il y a un pourcentage de patients, surtout dans les urgences qu'on reçoit, qui n'est pas nul, qui sont les contre-indications à ces gestes. Enfin, de toute façon, ce que tu as montré est formidable et c'est un progrès sur lequel on ne reviendra plus. Merci, Laurent. Bon, merci beaucoup pour ces commentaires. C'est vrai que la pancréatite aiguë, maintenant la place du cathétérisme, on l'étaye par l'écho-endoscopie. Voilà. Enfin bon, on va pas faire de gestes s'il n'y a pas de calcul dans la bobière. Donc on l'étaye par l'écho-endoscopie. Juste un petit, puisque j'ai l'occasion d'en parler, c'est vrai, la question des chirurgiens faisant de l'endoscopie. Je pense que ça vous, entre guillemets, vous y pensez, hein, bien sûr. Bon. Alors, vous avez pensé déjà comme endoscopie, je suis rétro, quoi. Mais bon, non, je vais vous expliquer. Je pense quand même, enfin, c'est un peu ça complète quand on fait de l'endoscopie. On fait de l'endoscopie après un long apprentissage de l'endoscopie diagnostique. Voilà. Et ça, enfin, moi, je ne suis pas même au sein de ma propre spécialité, enfin, la gastroentérologie qui comporte l'endoscopie, je ne suis pas pour qu'on sépare des endoscopies qui seraient diagnostiques d'endoscopies qui seraient thérapeutiques. Ça me paraît contre-productif. C'est pas une si vaste spécialité que ça le mérite. Et je trouve que ça serait dommage parce que ça démotiverait une grande partie des endoscopistes diagnostiques de faire des beaux diagnostics, puis d'avoir la possibilité quand même d'enlever des lésions, parce que, je veux dire, le plaisir vient à la fois du diagnostic et du traitement, si vous voulez, et en plus, on ne peut bien traiter, c'est pas vous que je vais l'apprendre, hein, que ce qu'on voit très bien. On ne peut bien traiter que ce qu'on voit très bien. Et le cas se pose maintenant, en particulier, vraiment, pas tellement du calcul du cholédoque, encore qu'il faille, maintenant vous avez vu, il faut faire une écho-endoscopie avant. Donc, faire une écho-endoscopie, après on fait un cathétérisme, donc il faut que c'est la même personne qui va faire l'écho-endoscopie et le cathétérisme, qui va faire le diagnostic et le traitement. Mais la question se pose d'une grande partie de notre spécialité maintenant qui consiste à enlever des cancers, un stade précoce ou des
tumeurs précancéreuses en stade précoce, des adénomes, etc. Ben, il faut bien les voir pour bien les enlever, parce qu'une grande partie de notre traitement est liée au fait qu'on les a bien vus. C'est-à-dire que si on les a mal vus, on va couper dedans, on va mal faire, etc. Je veux dire, donc je plaide pas pour qu'on sépare l'endoscopie en deux. Voilà. Et donc ça veut dire, il faut que si les chirurgiens veulent faire de l'endoscopie, il faut qu'ils commencent du début. Mais si on dit il va y avoir des super personnes qui vont faire de l'endoscopie, puis tout un tas, je le dis entre nous, toute une foule de entre guillemets moins bons qui vont faire que du diagnostic. Non, les moins bons, il faut qu'ils soient les meilleurs pour faire le diagnostic. Et à la limite, je dirais que les moins bons, ils devraient faire le traitement. Enfin, je vais un peu loin, mais je veux dire, il n'y a pas de moins bons dans l'endoscopie. Voilà. Donc ça doit être lié. Depuis le début, on a montré dans les diverses spécialités que les frontières entre médecine et chirurgie sont en train de bouger. Et que, on a cité l'exemple des États-Unis, où les internes de chirurgie sont tenus de faire, en gastroentérologie, de faire une formation d'endoscopie thérapeutique, enfin, donc avec des gestes chirurgicaux. Alors, donc ça, vous y êtes opposé. Je suis pas opposé à ce qu'un chirurgien fasse l'endoscopie. Je suis opposé à ce qu'on fasse deux endoscopies. Une endoscopie diagnostique et une endoscopie thérapeutique. Je suis foncièrement opposé à cela. Et d'ailleurs, dans tous les pays du monde dans lesquels les chirurgiens sont excellents en endoscopie, ils font tout de A à Z. Et les meilleurs étant les Japonais. Parce que les Japonais, ce sont des chirurgiens. Et d'ailleurs, à la fin, ils n'ouvrent jamais la peau, ils n'ouvrent jamais un patient. Ils font que de l'endoscopie, mais ils sont encore meilleurs que nous dans le diagnostic. Mais ils font tout de A à Z. Mais je suis fondamentalement contre une surspécialité d'endoscopiste thérapeutique, entre guillemets, dominateur, hein, enfin, c'est pas dominateur, mais enfin, qui ne saurait pas faire du diagnostic. Georges, bref. Merci Thierry pour cette excellente mise au point. Je voulais simplement dire, je trouve qu'on a été un peu timoré par rapport à ton intervention aux commentaires, parce que ce qu'il faut concevoir dans le futur, c'est l'utilisation par le chirurgien ou le gastro-entérologue des outils pour faire de la chirurgie et pas pour faire de l'endoscopie. Et à ce sujet, je pense qu'il y a une place pour la chirurgie de type NOTE, c'est-à-dire en particulier dans le cas où on ne peut pas aller vers la papille par les voies digestives, traverser l'estomac, rentrer dans le duodénum et puis faire la chirurgie que tu sais très bien faire. Et c'est ça, je pense, qu'il faut envisager. Et je pense que les gastros sont peut-être un petit peu timorés là-dessus, les chirurgiens pas tellement d'accord. Le deuxième point que je voudrais dire, excusez-moi, parce que c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup et qui est très d'actualité, c'est par rapport à la situation numéro 4. Je pense qu'il y a une chose qu'on pourrait rajouter, c'est la technique dite du rendez-vous. Car tu sais bien maintenant que la technique classique pour la cholecystectomie, c'est la laparoscopie. Or, la possibilité de retirer, d'avoir la clairance de la voie biliaire principale en laparoscopie, elle n'est pas très importante, même dans les meilleures équipes. Et donc, si on n'y arrive pas, mettre un fil guide, comme tu l'as dit, mais autrement, prévoir chez ces patients qui ont eu des examens qui permettent de penser qu'ils ont un calcul, de prévoir un rendez-vous avec l'endoscopiste, ce qui permet d'avoir tous les avantages de toutes les techniques et beaucoup moins de risques de complications liés aux gestes endoscopiques que tu as décrits. Vous voulez répondre ? Non, je partage tout à fait ces deux commentaires. Oui, non, félicitations pour cet exposé remarquable. On se connaît depuis bien longtemps et je sais ce que vous êtes capable de faire. Ce qui me gêne un petit peu dans cet exposé, quand même, c'est le tout-sphinctérotomie. Parce que le tout-sphinctérotomie, parce que j'ai eu l'impression au cours de cet exposé que la lithiase du cholédoque, c'était plus que jamais un sphinctérotomie. Or, il y a quand même des chirurgiens comme Alain Deleuze, comme Berthoud, qui nous ont montré que la lithiase du cholédoque, ça pouvait s'opérer par laparoscopie. Et ce qui me gêne, notamment chez la femme jeune, c'est chez une femme jeune de 30 ans qu'on a lui coupé le sphincter, ça me gêne si on peut retirer cette exérèse en même temps, si on peut retirer le calcul en même temps qu'on fait l'exérèse de la vésicule. Non, mais je partage, peut-être que je n'ai pas été assez clair, mais je partage ce point de vue. J'ai dit, patient jeune avec sa vésicule, si le chirurgien peut l'opérer,
est capable d'enlever le calcul, il a la priorité. Alors moi je le redis. Juste pour apporter une précision à l'antépénultième question, sur les rendez-vous. On dispose maintenant d'une autre technique, je fais très court, on dispose d'une autre technique additionnelle qui est l'écho-endoscopie thérapeutique. Et actuellement, on fait une écho-endoscopie de façon courante, des anastomoses hépatico-gastriques, des anastomoses cholédoco-duodénales, et même maintenant des anastomoses cholécysto-duodénales, si bien que se pose actuellement la question de la cholécystectomie, puisqu'on arrive à faire des anastomoses cholécysto-duodénales. Donc, il y a deux techniques qui arrivent, et on fait des rendez-vous régulièrement, sous écho-endoscopie, en posant des guides, en allant les récupérer après dans la lumière duodénale, après avec un duodénoscope. Donc les possibilités se multiplient et l'échoendoscopie s'impose par rapport à la radiologie interventionnelle biliaire parce que les drainages sont internes, ne sont pas des drainages externes. On peut faire beaucoup de choses. Oui, simplement. Je suis d'accord avec vous pour la plupart de vos indications. Je crois que c'est comme ça depuis 20 ans d'ailleurs. Mais je suis étonné quand vous parlez quand vous citez les macrodilatations en disant qu'ils n'ont pas d'ennui. Parce que nous, on nous a beaucoup reproché, en particulier en endoscopie à partir du haut, de faire des dilatations du sphincter d'Oddi en disant vous allez créer des pancréatites. Alors, avec une macrodilatation, on n'a pas de pancréatite et on en a avec les petites dilatations. Alors, c'est aussi une préoccupation. Enfin, je vous ai dit que moi, ça me posait beaucoup de questions. Enfin, je me posais beaucoup de questions. Effectivement, le risque de pancréatite, risque de sténose tardive, quoi. Il y a un taux très très faible de pancréatite. Mais j'attends des résultats à très long terme sur des risques de sténose. Parce qu'effectivement, je vis comme les chirurgiens dans le dogme qu'il ne faut absolument pas abîmer la voie biliaire. Or là, ce qu'on dilate, c'est pas le sphincter. Parce que si on dilate pas le sphincter, parce qu'on le coupe pendant la sphinctérotomie, si on dilate un peu la partie basse de la voie biliaire, personne ne le dit. Et pour moi, si on m'avait dit si on me disait, bah, demain tu le fais, personne ne l'a fait, je dirais non, surtout pas. C'est extrêmement dangereux, il faut surtout pas le faire. Mais sous l'impulsion des auteurs asiatiques, etc., qui ont fait ça, des Indiens en particulier, ils ont des séries majeures, importantes, avec très peu de complications. Et finalement, il y a une étude actuellement en cours de la Société française d'endoscopie digestive où, pour l'instant, effectivement, on a également très peu de complications. Ça me surprend toujours. Voilà. J'attends, je suis à l'affût de complications, comme vous. Voilà. Non, je vais juste faire une petite remarque à Laurent Hanoun. Je pense qu'en effet, Laurent, pour toi, il est trop tard de te mettre à endoscopie. Le problème, c'est que au niveau des digestifs, ça va être pour les plus jeunes, parce qu'on s'aperçoit que les plus jeunes, ils ont d'abord, par le biais des jeux vidéo, une aptitude à se mouvoir dans l'espace qui est 100 fois celle que nous, en tant qu'urologues, on a pu avoir dans les générations d'avant et qu'on a appris. Et je pense que les plus jeunes, ça ne pose aucun problème. Et je suis de l'avis de Thierry Ponchon. Je pense que pour la formation, il faut pas distinguer ceux qui vont être chirurgiens de ceux qui vont pas être chirurgiens et diagnostiques. Et en urologie, c'est nous qui faisons les diagnostics et c'est nous qui faisons les traitements, absolument. Simplement, il arrivera obligatoirement qu'il y en a certains qui, après, ayant eu la même formation, décideront pour des raisons diverses, je fais que des diagnostics, et puis d'autres qui font les deux. Et il est évident que les chirurgiens, pour apprendre à faire l'endoscopie, en urologie c'est comme ça qu'on fait la base, il faut déjà faire des diagnostics, et faire des diagnostics de façon régulière. C'est évident, et ça je suis 100% d'accord avec vous. Je partage ce point de vue. Tout à fait. Enfin, je partage votre point de vue. Enfin bon, je ne veux pas répéter ce que j'ai dit. Je ne vois pas qu'on puisse séparer les deux. Parce que pour faire un bon traitement, il faut savoir bien voir les lésions. Enfin, je veux dire, je ne dis que des choses évidentes, quoi. Oui, félicitations. Je suis à l'hôpital de Bicêtre depuis 20 ans et côtoyé Ligori, l'équipe Étienne et les sphinctérotomistes. Nous avions la chirurgie facile et précise avec les gens de qualité autour de nous. Et nous avons fait un rapport sur les cases biliaires sur ce thème-là, en ayant, il y a quelques années avec Bertrand Mida, des conclusions assez semblables. Mais voilà, reste toujours finalement, si on veut être le moins invasif possible et avoir les meilleurs résultats, le moment du diagnostic. Alors déjà, sur les premiers travaux sur la sphinctérotomie endoscopique, ce point-là était difficile
pour Jean-Pierre Etienne, c'était le moment où il voyait le calcul en endoscopie. Si on attendait quelques jours, on savait que 8 sur 10 des calculs n'étaient plus là. Donc je pense que la stratégie de traitement doit tenir compte de cela, c'est-à-dire savoir attendre un petit peu sans se précipiter sur des gestes qui ont une morbidité ou une mortalité, avec des risques de sténose ou de pancréatite. Voilà. Je pense que je partage votre point de vue, et il faut s'appuyer sur d'autres examens que la cholangiographie rétrograde, qui est d'abord un mauvais examen pour voir les petits calculs, et qui peut être facilement remplacé par l'échoendoscopie ou la BILIRM, qui sont non invasifs et qui voient très bien, en particulier l'échoendoscopie, les petits calculs.